Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour la preview de cette Vuelta 2023. On va faire un petit peu le tour des différentes étapes et des différents favoris pour cette édition de la Vuelta qui s'élancera de Barcelone samedi. On va repartir pour 3 nouvelles semaines de course et pour ce dernier grand tour de la saison. On a un bon petit plateau, même si on a deux très grosses armadas et un Remco Evenepoel qui sera revanchard. Je pense qu'on va avoir une belle édition de la Vuelta. C'est le cas depuis plusieurs saisons, on a quand même des tours assez animés. J'espère que ça le sera plus que le Giro. On va passer tout ça en revue, en tout cas. On va commencer par les différentes étapes, la présentation des étapes. On va regarder les étapes clés. On va commencer par la troisième étape entre Souria et Andorre. On va avoir une première étape de montagne très très tôt dès cette troisième étape avec plusieurs ascensions dans le final, notamment le col d'Ordino et d'Arinsal dans le final. On va monter assez haut puisqu'on sera quasiment les deux fois aux alentours des 2000 mètres. Deux bons petits cols déjà pour jauger les forces en présence. On n'aura pas de plat entre les deux derniers cols. Après la descente, on enchaînera direct. Donc ça va être intense, deux cols assez courts quand même, mais qui vont faire sans doute très mal pour cette troisième étape seulement. La sixième étape, là aussi, ça c'est des étapes typiques du Tour d'Espagne, avec une arrivée au Pico del Buitre. Ça va être assez intéressant du côté de Javalambre. On avait déjà eu plusieurs étapes à l'Observatoire astrophysique de Javalambre. Une arrivée terrible avec de gros pourcentages dans le final. Là aussi, ça sera pour les hommes forts. L'avantage de la Vuelta, c'est qu'on a souvent ce type d'étape avec des gros murs dans le final. Et dès les premières étapes, on peut déjà avoir des gros leaders qui viennent à craquer. La huitième étape, là aussi, c'est un petit peu dans le même style. C'est l'arrivée à Ciore dei Cati. Final, là aussi avec un gros mur qui sera accompagné d'une très courte descente. On aura 4 km entre, enfin même pas 3 km 3 entre le sommet de cette ascension de Ciore dei Cati et la ligne d'arrivée. Donc ça va être assez intense. Il peut s'en passer des choses aussi dans ce petit mur. Je pense qu'on va avoir une très belle étape. La dixième, ça sera le seul contre-la-montre vraiment décisif, puisqu'on aura un chrono par équipe d'ouverture. On en a l'habitude depuis quelques années sur la Vuelta. Et on aura ce contre-la-montre autour de Valladolid de 26 km quasiment tout plat. Il y a une petite bosse, mais on va pas non plus aller chercher énormément d'altitude. On va avoir quasiment 100 mètres de dénivelé sur cette ascension. C'est très court. Ça sera vraiment pour les hommes forts. Et on le sait, les favoris de cette Vuelta sont plutôt des très bons rouleurs. On aura ensuite l'étape numéro 11 avec l'arrivée à la Laguna Negra, Vinuesa, là pareil, une arrivée sur un mur assez intense, et on l'avait vu l'année dernière que Remco Evenepoel avait été plutôt solide sur ce type d'arrivée. La 13e étape, là par contre c'est une vraie étape de montagne entre Formigal et le col du Tourmalet. On va aller chercher des cols français avec l'Obisque par la Reims, la descente sinueuse du Soulor, le col d'Espandel qui avait été très intéressant l'année dernière sur les routes du Tour de France, et ensuite le final avec le Tourmalet, l'ascension par barège du Saint-Sauveur. Ça va être là aussi une très grosse étape où on aura quasiment pas un mètre de plat, étape très courte, 135 km. Ça va être très intense dès cette 13e étape. La 14e, là aussi, belle étape de montagne avec le col d'Ourser. On aura ensuite le col Heroimendi et l'arrivée au Puerto de Belagua. Ça va être une sacrée étape là aussi au lendemain du Tourmalet. Ça promet. La 16e étape dans la même veine, une étape à basse altitude, sans doute en bord de mer, à Béres, avec cette grosse ascension finale qui va être terrible. Il y a 5 km, c'est pas énorme, 5 km d'ascension, mais ça va monter vraiment au plus haut niveau avec des énormes pourcentages. La 17e étape, nouvelle étape de montagne. Et quelle étape de montagne avec l'Alto de l'Angliru. On l'avait eu en 2020, cet Alto de l'Angliru. C'était d'ailleurs Hugh Carty qui s'était imposé. C'est toujours très spectaculaire, cette ascension de l'Angliru avec des pourcentages qui sont vraiment très impressionnants. Et à chaque fois, on a énormément de spectacles. Donc, hâte de voir cette étape de l'Angliru
qui en plus est sur cette fin de Vuelta. Le lendemain, on aura là aussi une belle étape avec l'arrivée à la Cruz de Linares, une étape avec énormément de petites difficultés, mais avec de forts pourcentages et énormément de dénivelé sur cette étape, mine de rien. Pour une étape avec des bosses aussi courtes, ça va faire mal, l'enchaînement peut faire très mal, et on sera en plus en fin de 3e semaine, tout comme la 20e étape. Là, elle n'a pas l'air de grand chose, mais je pense qu'elle peut faire mal. C'est typiquement une étape où ça peut partir à 100-150 bornes de l'arrivée, et ça va être une répétition énorme, et ça sera la dernière occasion pour aller s'imposer du côté de Madrid et remporter la Vuelta. On va passer à la présentation des favoris désormais. Je ne les ai pas forcément mis dans l'ordre, mais on va commencer avec le tenant du titre, le champion du monde du contre-la-montre, Remco Evenepoel, qui fait figure quand même de favori parce que il était sur le Giro, il était plutôt bien, il avait remporté 2 étapes, les 2 chronos, il avait remporté Remco Evenepoel, il avait dû abandonner suite au Covid, mais il était quand même très solide Remco Evenepoel sur cette édition du Giro. Il aurait pu peut-être aller plus loin, voire la gagner, on ne peut pas refaire l'histoire, mais en tout cas, il va être revanchard, il a remporté le titre mondial de chrono, il a remporté une fois de plus la Classica San Sebastian, et je pense qu'avec son esprit de revanche, il peut vraiment être très intéressant. Le deuxième, c'est forcément le vainqueur du Tour d'Italie, Primoz Roglic, qui partout où il passe cette saison s'impose. Donc forcément, gros client pour Remco Evenepoel. J'aimerais bien voir un duel complet entre les deux sur un grand tour. L'année dernière, le duel sur la Vuelta a été intense, mais a été éclipsé par l'abandon de Roglic. Et cette année, on ne l'a pas forcément eu, même s'ils avaient l'air assez forts les deux. On n'a pas forcément eu ce duel entre Evenepoel et Roglic sur le Giro, puisque Remco a quitté la course assez prématurément. L'équipier de Roglic, le vainqueur du Tour de France lui aussi, qui fait une saison de déglingos, c'est Jonas Vingegaard. Je le mets un cran en dessous, vraiment, il peut être monstrueux, mais je pense qu'un Tour d'Espagne correspond beaucoup plus aux qualités de Primoz Roglic, donc hâte de voir en tout cas ce que fera Primoz, et de voir également le statut que va avoir Jonas Vingegaard pour un podium, voire un top 5, il sera là je pense, mais pour la victoire je vois vraiment une bataille Evenepoel et Roglic. On verra surtout comment il a récupéré du Tour de France, Jonas Vingegaard. Ensuite, côté UAE, c'est très lourd. On a Juan Ayuso qui a fait podium l'année dernière. Là aussi, ça sera pour confirmer Juan Ayuso qui fait une bonne saison, mine de rien, qui a pas couru en début de saison, mais qui confirme en tout cas les espoirs qu'il y a en lui. Une saison vraiment plutôt intéressante, de belles choses. Moi, c'est vraiment mon petit chouchou. J'aime beaucoup Juan Ayuso. Donc, hâte de le voir sur cette Vuelta pour peut-être aller chercher une étape et peut-être revenir chercher un podium. Et sinon, il peut être la surprise s'il y a un marquage entre les 2 et 3 même que j'ai cité juste avant. Un aussi qui a passé un cap cette année, c'est Joao Almeida. Podium sur le Giro, une victoire d'étape en montagne sur le Giro. Très solide, il est encore jeune lui aussi, Joao Almeida. Donc, hâte de voir ce qu'il peut donner sur ce Giro. Il fait une saison, sur cette Vuelta, il fait une saison correcte. Hâte de voir comment ça va se passer avec Juan Ayuso dans cette équipe, comment les deux vont collaborer ensemble, mais ça peut être une carte très intéressante également, Joao Almeida. Côté Movistar, Enric Mas, on a beaucoup d'interrogations sur lui. On sait que malheureusement, il a quitté dès la première étape le Tour de France, donc on ne l'a pas du tout vu. Mais sur la Vuelta, c'est quand même un coureur qui performe. Déjà plusieurs podiums pour lui. Il est quand même souvent sur cet objectif-là du Tour d'Espagne. Forcément, c'est son tour à domicile. Donc ça sera très intéressant de voir comment va réagir Enric Mas. Et ce qui nous montrera, je pense que vraiment on peut avoir un très bon Tour d'Espagne, encore une fois, d'Enric Mas, même si son état de forme, c'est un peu un énorme point d'interrogation. Il répond à chaque fois présent sur le Tour d'Espagne, donc je pense qu'on devra compter sur lui. Peut-être pour le déclic et la victoire finale cette année pour Enric Mas. Honnêtement, on peut avoir d'énormes surprises sur cette Vuelta. Côté Ineos, on a Geraint Thomas, deuxième du Giro. On l'attendait pas spécialement. Il lui manque un podium sur la Vuelta pour avoir fait podium sur les 3 grands tours. Donc c'est peut-être pour cette année. Geraint Thomas qui roule bien, qui est coriace en montagne,
Les pourcentages sont peut-être un peu élevés quand même sur la Vuelta pour qu'il puisse faire quelque chose. Il aime plutôt quand c'est roulant, Geraint Thomas. Donc ça serait intéressant de le suivre également. Mais bon, forcément, on est obligé de le citer, le vétéran gallois. Côté Bora, on aura Alexander Vlasov. Lui aussi, important de le citer. On ne l'a pas vu sur le Giro. Il a abandonné assez rapidement. Mais Vlasov, hein, c'est vraiment un énorme point d'interrogation ce coureur aussi. Hein. On ne sait jamais son état de forme, on ne sait jamais ce qu'il peut faire. Donc attention à lui. J'aimerais beaucoup, parce que c'est un coureur quand même assez intéressant, que ça soit vraiment un tour déclic où il nous fasse vraiment une très très belle perf et qu'il aille aussi peut-être nous chercher une belle victoire d'étape. Il en a les capacités, le russe de la formation Bora. Côté Jayco Alula, on enchaîne peut-être une nouvelle belle perf. Hein, Eddie Dunbar qui a fait un très très bon Giro. Franchement, c'était la surprise du Giro. Il est allé chercher un top 10. Peut-être un nouveau top 10 à venir sur cette Vuelta pour lui. J'ai hâte de voir s'il confirme justement son bon Giro. Peut-être ne va-t-il pas jouer le classement général et il peut se recentrer aussi sur des étapes parce qu'il y a vraiment de très très belles étapes à aller chercher en échappée sur cette Vuelta. On continue avec un autre outsider là, même s'il a tapé top 10 sur le Giro, top 10 sur la Vuelta l'année dernière. C'est le néerlandais Timon Arensman. Il est allé chercher une victoire d'étape l'année dernière sur la Vuelta. Il est allé chercher un beau top 10. Donc à surveiller très fortement Timon Arensman. Il roule bien, il passe bien les bosses, il est coriace. Donc vraiment, hâte de voir ce qu'il va donner. Il y a une belle équipe Ineos. On sait qu'en ce moment, c'est compliqué pour eux. Donc ça serait cool qu'il aille chercher une belle place. En tout cas, Timon Arensman au classement général final. Romain Bardet, qu'on va citer, lui aussi, hein, qui était sur le tour. Honnêtement, il n'avait pas fait un très bon début de tour, Romain Bardet, mais il a abandonné là aussi sur le Tour de France à cause d'une chute. Il était malade sur le tour, donc hâte de le voir sur la Vuelta. Pour moi, la Vuelta, c'est vraiment quelque chose qui correspond bien à ses capacités. On s'en rappelle, il y a 2 ans, il avait fait une très belle Vuelta en allant chercher une victoire d'étape et en passant pas très loin du maillot de meilleur grimpeur. Donc, je pense qu'il voit que le général ne lui va pas cette année. Il pourrait rejouer ce rôle et ça peut être hyper intéressant. Et on va en citer un dernier, je le mets mais je sais vraiment pas, Mikel Landa, qui fait pas la meilleure saison de sa carrière, c'est vrai, mais sur le Tour de France, il a été totalement invisible. Donc pourquoi pas se relancer sur cette fin de saison, sur ces terres, en Espagne, avec potentiellement voilà, une petite victoire d'étape, ça serait cool. Et peut-être aller chercher un podium, mais même le top 10, ça risque d'être compliqué peut-être pour Mikel Landa, en tout cas au vu de la saison qu'il réalise. Maintenant, on va citer quelques petits jeunes coureurs. Vous allez voir, j'ai fait une petite sélection de jeunes qu'on devra surveiller. Hors les coureurs que j'ai cités précédemment, on aura la doublette française Martinez-Grégoire. Ils nous font une très belle saison. Romain Grégoire, c'est stratosphérique. Lenny Martinez, c'est très solide. Hâte de le voir, Lenny Martinez aussi, peut-être sur les étapes de montagne, dans les échappées. J'aimerais beaucoup qu'il aille chercher une victoire d'étape, un peu comme l'avait fait Warren Barguil il y a quelques années sur la Vuelta. Aller chercher une victoire d'étape et aller peut-être se rapprocher, voire aller chercher le maillot de meilleur grimpeur, ça serait une sacrée performance. Romain Grégoire aussi qui peut aller chercher des étapes, il a vraiment des étapes qui lui correspondent bien, en échappée ou à la pédale. Max Poul, pour moi, ça peut être vraiment un très très bon candidat pour le top 10. Hein. Il fait vraiment une belle saison, il monte en puissance. Donc ça serait pas déconnant de le voir dans le top 10. Et pareil pour le Belge, Uste Brooks. C'est lui aussi un coureur qui fait une excellente saison. Et on a une deuxième liste de coureurs un peu plus connus. Ceux-là, forcément, ils ont aussi confirmé, mais ça sera le premier grand tour de Kevin Vauquelin qui a fait pourtant un énorme début de saison. Donc hâte de voir Vauquelin. Filippo Zana, lui aussi, qui a fait un très très gros Giro. Donc hâte de voir s'il confirme Filippo Zana sur ce Tour d'Espagne. Lennart Van Etvelt, lui aussi dans les échappées, le Belge peut être vraiment très intéressant. Et Santiago Buitrago, qui a fait un énorme Giro et qui sera à surveiller pour un éventuel top 10 et également des victoires d'étape en montagne. Voilà pour ce qu'il y avait à retenir. J'ai fait assez court, mais c'était un condensé. J'avais pas envie de faire une énorme preview. Une petite preview comme ça qui se fait one shot, un quart d'heure à peu près. Donc moi, si je devais donner un prono, honnêtement, c'est très très compliqué.
J'aimerais beaucoup voir Juan Ayuso déjouer un petit peu les pronostics de Vingegaard, Roglic, Evenepoel. Mais honnêtement, je vois Remco Evenepoel venir faire le doublé. Je l'avais cité en début de saison sur ma vidéo prono que j'avais effectuée. Si vous vous rappelez, j'avais cité Roglic en vainqueur du Tour, du Giro, pardon, et j'avais dit Remco fera la Vuelta et ira chercher la Vuelta en étant dégoûté de ne pas avoir gagné le Giro. Donc bon, j'avais un peu pris anticipé le truc et j'avais dit tout en gagnant la San Sebastian avant. Donc ça s'est bien passé, il a gagné la San Sebastian, Remco, et il va s'annoncer sur cette Vuelta. Honnêtement, je le vois très fort et c'est un parcours qui lui correspond énormément. Donc hâte de voir ce qu'il peut faire. Le seul point noir pour lui, ça sera peut-être l'équipe Jumbo en montagne. Donc attention, mais franchement, je vois bien Remco comme favori pour ma part. N'hésitez pas, vous, à citer un petit peu vos favoris, à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi les gars, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.